Comment s'entraîner en hypertrophie musculaire? Si vous êtes pratiquant de musculation, coach ou même étudiant, eh bien vous êtes au bon endroit dans cette vidéo. Alors cette vidéo, elle fait suite justement à la vidéo précédente, comment s'entraîner en musculation. Dans cette vidéo, on parlait de force, de volume, la force étant un travail au-dessus de 85-90% ou 90% du RM. En dessous étant plutôt un travail dédié au développement de la masse musculaire, à l'hypertrophie. Vous avez été quelques-uns à me demander en commentaire s'il était possible d'aller un petit peu plus loin dans cette hypertrophie, notamment sur ce que l'on appelle l'hypertrophie sarcoplasmique et l'hypertrophie myofibrillaire. C'est donc exactement ce que je vais faire à travers cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne ProTrainer, je m'appelle Jonathan et sur cette chaîne je vous livre un maximum d'informations concernant l'entraînement de manière générale et un petit peu plus précisément sur le monde de la musculation. Alors dans le monde du bodybuilding, parfois on parle de prise de masse ou de prise de volume. La prise de masse, elle, serait associée à l'hypertrophie myofibrillaire, alors que le volume, ce qu'on a longtemps appelé la gonflette, serait plutôt associé à l'hypertrophie sarcoplasmique. Mais la question que l'on se pose, c'est est-ce que ça existe vraiment? Y a-t-il une vraie différence entre ces deux manières de s'entraîner? Et si ça existe, est-ce qu'il existe des entraînements adaptés, des techniques d'entraînement qui répondraient un petit peu plus du côté sarcoplasmique ou un petit peu plus du côté myofibrillaire? Eh bien, c'est ce que nous allons voir justement dans cette vidéo. Alors installez-vous confortablement et on commence tout de suite. Alors, je le rappelle encore une fois, la force et le volume sont intimement liés. Oui, lorsque l'on utilise un travail de volume, eh bien, on peut gagner un petit peu en force. Et quand on travaille spécifiquement en force, eh bien, on peut gagner un petit peu en volume musculaire. Oui, lorsque l'on utilise un travail de force spécifique, on peut prendre du volume ou de la masse musculaire. Je vous l'accorde, c'est pas optimisé. Mais ce n'est pas parce que la deuxième option est meilleure que la première en devient automatiquement fausse. Autrement dit, c'est pas parce que un travail d'hypertrophie musculaire est plus approprié pour prendre du volume musculaire qu'un travail de force spécifique ne nous fait pas gagner en hypertrophie ou en développement de la masse musculaire. Il faut d'abord arrêter de voir les techniques d'entraînement comme des cases dans lesquelles on vient s'enfermer pour développer un muscle de telle ou de telle manière. Est-ce que vous pensez vraiment que 6 reps, c'est de la force maximale, mais 7 reps, attention, c'est plus du tout de la force maximale, c'est de l'hypertrophie. Le monde ne fonctionne pas en cases. Par contre, je vous l'accorde, c'est beaucoup plus facile de comprendre le monde à travers des cases. Donc on peut les utiliser pour comprendre plus facilement, mais il faut pas oublier d'en sortir parce que le monde ne fonctionne pas comme ça. La réalité est qu'on est un peu plus face à un curseur qu'on pourrait appeler le curseur de la musculation, sur lequel on voyagerait, on partirait de l'extrémité qui serait les charges les plus lourdes, à savoir la force maximale, et on balayerait jusqu'à l'autre extrémité qui serait l'endurance musculaire avec des charges les plus faibles, en passant au milieu par de la puissance, par de l'hypertrophie, à voir si on rajoute l'hypertrophie sarcoplasmique, myofibrillaire, prise de masse, prise de volume, puissance force, puissance vitesse, explosivité, bref, ça vient se caler au milieu d'un curseur qu'on pourrait appeler ici le curseur de la musculation. Ce qui est important de comprendre avec ce curseur, c'est que je sois à l'extrémité gauche ou droite, en réalité, je mets de la tension musculaire dans mon muscle. Et c'est bien cette tension musculaire qui va créer un changement dans le muscle. Et je dirais même plus que cette répétition de tension musculaire que l'on cherche en musculation, que ce soit avec des charges lourdes ou des charges légères. La répétition de tension musculaire dans un muscle engendre sa modification structurelle ou physiologique. C'est ça qui est important, c'est cette répétition de tension musculaire. Et quand on parle de tension musculaire, eh bien vous avez peut-être déjà entendu parler de stress mécanique et de stress métabolique. Pour engendrer du stress mécanique, il faudrait utiliser des charges plutôt lourdes avec du coup des séries plutôt courtes qui engendrent une modification directe sur les tissus qui créent le muscle, à savoir la fibre musculaire, les tendons, les fascias. Et pour le stress métabolique, eh bien ce serait des séries plus longues avec des charges plus légères, pour cette fois-ci non pas jouer sur la structure
du muscle, la structure tissulaire du muscle, mais plutôt sa structure métabolique, à savoir en créant des déchets dans le muscle et également autour du muscle. Ça, c'est ce qui est dit en salle de musculation aujourd'hui. Mais en réalité, ces deux types de stress apparaissent en même temps et tout le temps à partir du moment où il y a une tension mécanique. Pour ceux qui connaissent les filières énergétiques, les fameuses filières anaérobie à lactique, anaérobie lactique et aérobie, pendant longtemps, on a cru qu'elles étaient indépendantes les unes des autres, que quand je faisais un sprint, eh bien, j'étais dans une filière anaérobie à lactique. Un sprint, en tout cas, de 100 mètres. Et puis, si j'allais tirer vers le 800 ou le 1005, eh bien, je rentrais un peu plus dans de l'anaérobie lactique. Et puis, plus c'était long, plus je rentrais dans un système aérobie. Pendant longtemps, on a séparé ces filières énergétiques pour mieux les comprendre. Et puis aujourd'hui, on se rend compte que ces filières, elles travaillent tout en même temps avec une optimisation de l'une d'elles en fonction de la distance, en fonction de l'intensité. Donc à nouveau, on a utilisé des cases au départ pour bien les comprendre, mais aujourd'hui, on se rend compte qu'elles fonctionnent. Il y a une synergie entre ces différentes filières énergétiques. Eh bien ici, pour la musculation, on est exactement de la même manière. C'est que il existe des cases qui nous permettent de comprendre plus facilement ce qui se passe au sein d'un muscle. Ça ne veut pas dire que ça se fait de manière extrêmement indépendante et que chaque filière ou ici chaque tension mécanique, chaque stress offrirait quelque chose de différent. En réalité, un stress, qu'il soit métabolique ou mécanique, va offrir un changement musculaire. Donc dans un entraînement d'hypertrophie, on cherche de la tension musculaire, que ce soit avec des charges lourdes ou des charges légères, puisque dans les deux cas, on engendre de la tension musculaire, donc de la modification. Et cette modification s'appelle la synthèse protéique. Attention, je ne suis pas en train de dire que le stress mécanique et le stress métabolique n'existent pas. Je suis juste en train de dire que si vous voulez en savoir un petit peu plus, alors oui, le stress mécanique, c'est plutôt lié à de la tension musculaire, avec des charges plutôt lourdes, avec des séries plus courtes, puisque ça me paraît logique, que votre stress métabolique, lui, va jouer sur le métabolisme du muscle. Donc, on va avoir affaire à de la désoxygénation, on va avoir affaire à du lactate, on va avoir affaire à des ions H+, on va avoir affaire à d'autres métabolites que je ne connais pas spécialement et qui, eux, vont engendrer une synthèse protéique. Mais la première tension mécanique, elle engendre aussi de la synthèse protéique. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre que derrière le stress mécanique et derrière le stress métabolique, on cherche avant tout une tension du muscle qui, elle, va être répétée par nos différents exercices et qui va engendrer elle-même une modification du muscle. Donc pour tous les pratiquants qui veulent toujours porter plus lourd et faire plus de reps pour être sûr d'avoir un maximum de dégâts sur le muscle en pensant que c'est ça qui crée de l'hypertrophie musculaire, eh bien rassurez-vous, vous pouvez prendre un petit peu plus léger, vous pouvez faire un petit peu moins de reps sans aller jusqu'à l'échec musculaire et à se massacrer les muscles à chaque séance, parce que ce n'est pas ça qui crée l'hypertrophie. L'hypertrophie est créée par une tension musculaire dans le muscle. Et cette tension musculaire doit être répétée. Alors si je dois répéter jusqu'à maintenant, eh bien l'hypertrophie est créée par de la répétition de tension musculaire, qui de toute façon va créer une synthèse protéique qui va nous permettre une augmentation ou en tout cas d'abord une modification du volume musculaire ou de la force musculaire. Et ces fameuses microdéchirures que certains veulent absolument aller chercher ne sont finalement que des dommages collatéraux au mouvement musculaire. Sinon, bien, il suffirait de prendre votre avant-bras, de vous scarifier les muscles pour attendre automatiquement une évolution du volume. Or, c'est absolument pas le cas. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est bien une tension musculaire. Si on revient sur notre curseur de la musculation, voilà quelques petites informations que l'on peut donner en complément. En 2021, dans son journal international de force et de conditionnement, l'IUSCA a publié un article sur le consensus autour de la musculation, et plus précisément sur l'hypertrophie. Alors quand on analyse ce consensus, on se rend compte que c'est plutôt proche de la réalité que l'on observe, en tout cas que j'observe moi depuis quelques années sur le terrain.
Pour résumer, je vous propose de regarder ce tableau et vous allez voir qu'on retrouve des charges entre 50 à 100%, donc des charges faibles à lourdes. Au niveau du volume, eh bien, on va chercher plutôt 10 séries par muscle et par semaine. Alors en termes de fréquence, ce serait plutôt une fois par semaine suffit par groupe musculaire pour développer sa masse musculaire. Le repos, eh bien, ce serait plutôt 2 minutes pour des exercices polyarticulaires et puis 60 à 90 secondes pour des exercices monoarticulaires. Les exercices, eux, eh bien, il semble que c'est l'association du polyarticulaire, donc plusieurs articulations, du monoarticulaire, simple articulation, ou des poids libres qui soient le plus efficace. L'échec musculaire, eh bien, il préconise que pour les novices, il faut absolument pas aller chercher l'échec musculaire parce que ça crée trop de dégâts par rapport aux bénéfices. Et que pour les avancés, eh bien, cet échec musculaire peut être atteint, mais seulement dans des exercices monoarticulaires et plutôt le dernier exercice que l'on fait de la séance. Alors c'est ce que je vous expliquais dans la dernière vidéo justement qui a plutôt bien marché, je dois dire, pour la petite chaîne que je suis ici, et je t'invite à aller la voir si c'est pas encore fait, elle sera en description. Eh bien, en musculation et donc en hypertrophie, tout fonctionne. Et puisque l'objectif est de bouger le plus longtemps possible, donc sur du long terme, eh bien, essayons de protéger nos articulations avant toute chose. Sauf si bien sûr vous voulez faire de la force maximale, alors dans ce cas-là, je le répète, il faut s'approcher de la répétition maximale du RM et en tout cas ne pas descendre sous les 80, 85, 80, 85% de ce RM. Maintenant que ceci est dit, revenons sur notre thème central, l'hypertrophie. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette hypertrophie sarcoplasmique et hypertrophie myofibrillaire. Et si ce n'est pas le cas, eh ben vous avez peut-être déjà entendu parler de prise de masse ou de volume musculaire. Que ce soit l'un ou l'autre, il y a quand même deux questions qui viennent se poser. La première, c'est est-ce que ça existe vraiment? La deuxième, c'est que si ça existe, quelles sont les techniques ou les types d'entraînement que je vais devoir utiliser par rapport à quel objectif? Alors, comment différencie-t-on un entraînement en prise de masse ou en volume musculaire? Alors, selon Eric Favre, il semblerait que les charges lourdes, entre 75 et 90% du RM, seraient plutôt destinées à de la prise de masse, alors que le volume serait fait avec des charges modérées et un nombre de répétitions plus grand puisqu'on tournerait entre 60 et 80%. On laissera de côté ce qu'il dit sur l'hypertrophie conjonctive et l'hypertrophie vasculaire qui pour moi sont plutôt anecdotiques dans une hypertrophie générale, même si je ne remets pas en cause le fait qu'elles peuvent exister. Maintenant, si on regarde ce que Aurélien Derval-Broussal explique pour l'hypertrophie musculaire, voici ce qu'il dit. Le travail lourd, entre 75 et 80% du RM, serait plutôt destiné à une hypertrophie myofibrillaire, c'est-à-dire un travail hypertrophique qui va cibler directement les myofibrilles, la structure tissulaire du muscle, et grâce aux tensions musculaires, engendrer une modification. Et ça, je vous renvoie à l'autre vidéo pour comprendre ce qui se passe exactement à l'intérieur. Vous comprenez aussi que cette hypertrophie myofibrillaire va être celle qui va amener le plus de force ou engendrer une modification de la force un peu plus grande, puisqu'on se rapproche sur le curseur au maximum des charges qui sont atteintes lors des gains en force maximale, du travail de force maximale. Le travail plus léger avec des charges modérées, donc en dessous de 75%, serait plutôt destiné à l'hypertrophie sarcoplasmique. Elle va permettre une accumulation de l'eau dans le sarcoplasme, donc si vous voulez, dans le muscle. Pour faire simple, dans votre muscle, vous avez notamment du glycogène et donc du sucre, si vous voulez, qui va permettre de stocker beaucoup plus facilement l'eau. Et certains types d'entraînement vont plutôt favoriser l'accumulation de l'eau dans le muscle et être retenu un petit peu plus facilement par le glycogène. C'est notamment pour ça que l'entraînement de bodybuilding ou l'entraînement d'hypertrophie demande une grande source de glycogène, de glucose, donc les fameux sucres lents, le riz, les pâtes, etc., pour pouvoir accumuler un maximum d'eau. Alors bien sûr, vous avez d'autres acides aminés qui peuvent le faire comme la créatine. La créatine permet justement aussi, alors au-delà de la récupération, permet de pouvoir
pouvoir accumuler aussi un petit peu plus d'eau dans le sarcoplasme. Et donc, vous avez des types d'entraînement qui sont plutôt liés à cette accumulation de liquide à travers le muscle. Et je vous parle du glycogène, mais vous imaginez bien que si je stocke de l'eau plus facilement par rapport à certains types d'entraînement, eh bien mon taux d'hydratation doit être assez haut. Moi, en période de prise de masse, eh bien je tourne plus ou moins à 3,5 litres, 4 litres d'eau par jour, que ce soit en entraînement ou en dehors des entraînements. Donc ici, je peux dire que une prise de masse, c'est de l'hypertrophie myofibrillaire. Donc une augmentation du nombre et ou, ça on ne sait pas parce que la science n'est pas tout à fait d'accord, de la taille des myofibrilles. On va être avec des charges à plus de 75% du RM et avec des séries plus courtes. Et si j'ajoute ce que je vous ai expliqué en début de vidéo, ce serait équivalent à du stress mécanique. L'entraînement en volume musculaire, ce serait de l'hypertrophie sarcoplasmique. C'est l'augmentation du volume d'eau intracellulaire à l'intérieur de la cellule musculaire. On est sur des charges en dessous de 75% du RM, donc des séries plus longue. Et si à nouveau j'ajoute ce que je vous ai expliqué en début de vidéo, eh bien ce serait l'équivalent du stress métabolique. Nous voilà avec deux types d'entraînement qui donnent des résultats sensiblement équivalents, à savoir une hypertrophie, mais avec des mécanismes qui sont légèrement différents. Pour autant, est-ce que la science et le terrain peuvent se mettre d'accord sur l'existence de cette fameuse hypertrophie sarcoplasmique? Parce que oui, c'est bien là le sujet du débat et notamment de cette vidéo, c'est pas trop la remise en question de l'hypertrophie myofibrillaire, parce que celle-là, elle est plutôt bien connue de tous, notamment de la science et du terrain, et il y a plutôt un consensus autour de ça, mais c'est plutôt cette fameuse hypertrophie sarcoplasmique qui est remise en question. Alors on va pas se mentir, cette hypertrophie sarcoplasmique, eh bien, elle fait encore de nombreux débats et aujourd'hui, entre les experts de la science et les professionnels du terrain, eh bien, il n'y a pas d'accord qui a été trouvé, ils ne sont pas d'accord sur ce sujet et à mon avis, ce sera pas demain la veille qu'ils vont pouvoir se mettre d'accord. Et ça, pour 3 raisons. Première raison, c'est que scientifiquement, il est très compliqué de déterminer si l'hypertrophie que vous obtenez, elle est uniquement sarcoplasmique ou si il y a d'autres éléments qui viennent engendrer cette hypertrophie. Puisque vous le savez maintenant, eh bien, la répétition de tension musculaire engendre de l'hypertrophie. Il y aurait énormément de facteurs à mettre de côté pour comprendre si cette hypertrophie sarcoplasmique existe et engendre réellement de l'hypertrophie. La deuxième raison, c'est que pour identifier correctement l'hypertrophie sarcoplasmique et ses fonctionnements, eh bien, il faudrait que des volontaires acceptent une biopsie musculaire. Et une biopsie, c'est extrêmement invasif. On vous rentre un crochet dans les fibres musculaires et puis on vous extrait et on vous coupe un certain nombre de fibres musculaires pour pouvoir les analyser. La reconstitution musculaire derrière, elle est relativement handicapante, notamment avec certains athlètes. Et donc, généralement, aucune personne n'accepte une biopsie musculaire. Et la troisième raison, c'est que pour comprendre beaucoup plus facilement un sujet, eh bien, il est toujours intéressant d'aller regarder les effets loupe, c'est-à-dire les gens qui sont extrêmement marqués. Si je prends mon curseur, eh bien, je peux aller voir aux deux extrémités. D'ailleurs, dans n'importe quel type de curseur que vous connaissez, les deux extrémités sont généralement les personnes les plus marquées dans ce curseur. Ici, à savoir dans l'hypertrophie, eh bien, les experts sont des bodybuilders professionnels en compétition qui ont l'habitude, depuis maintenant plusieurs années, de pousser leur corps à l'extrême dans différentes situations avec différents types d'entraînement et différentes techniques. Et le problème qu'on rencontre avec ces gens-là, c'est qu'ils sont souvent, pour ne pas dire tout le temps, dopés. Et que scientifiquement, cela complique énormément la compréhension et la traduction de la conclusion. Donc scientifiquement, à la fois le bodybuilder est une force et à la fois une faiblesse pour comprendre cette situation de l'hypertrophie sarcoplasmique. Donc pour l'instant, on ne sait pas très bien si cette hypertrophie sarcoplasmique existe, quels sont les facteurs derrière qui régissent cette hypertrophie, puis quels sont les mécanismes qui se cachent derrière. Cependant, en attendant que la science vienne invalider cette hypertrophie sarcoplasmique, voici un exemple concret d'un entraînement en hypertrophie tiré d'un de mes derniers entraînements. Ce jour-là, c'était milieu de pec, largeur du dos et mollet. Yeah, nigga. Let's go, nigga. This is what it is. Tupac cut his head, Bob.
Wanna flip your head, Bob. Pussy J. Tupac wear bandana. You wanna wear bandana. Tupac put a cross on his back. You wanna put crosses on your back. Nigga, you ain't Tupac. This Tupac. Money, you women, the funny beginnings. Tragic endings, I can make a million and still not get enough for spending. And since my life is based on sinning, I'm hell-bound. Rather be buried than be buried, living hell down. My game plan to be trained in military mind of a thug lord sitting in the cemetery cry. I've been lost since my adolescent, calling with Jesus, rolling as a youngster. Wondering if he sees this young black man crack sales, got me 3 strikes, living in jail. This is hell, enemies die. Wondering when we all pass. Is anybody listening? Got my hands on my semi-shot. Everybody listen, please, God, can you understand me? That's my family, God us all. Before we fall into insanity, I make it a point to make my beat bump and roll like block some shit. Daddy, stupid bitches don't stop. To Machiavelli returns, all eyes on me. Yeah, you can hear the love, but that's what it's gon' do. Should've listened, I told you not to fuck with me. Now can you take the person, that's what we gon' see. You don't see some crime, some mercy, I promise. My success will be death. Lo and behold, you so nigga, there's nothing left. Look in the mirror, ask yourself, who are you if you don't know who you are? How could your dreams come true, motherfucker? I sit back and watch. You pretended to be pop, you pretended to be hot, but you're not. I see it so clear, you can't take the pressure. Pussy, I want you not to push me. See me in chills, run up the spine. Y'all leave in the same boy, but y'all ain't like my impression. They look at me like I'm a menace. I was playing with guns while your mama had your broke ass playing tennis. I'm a nightmare, you see me when you dream. Wake up, turn on your TV, see my ass again. You powerfully hard, you couldn't make it on your own. Fuck the sauce, I'm a cover of Rose Stone. To Machiavelli returns, all eyes on me. Yeah, you can hear the love, but that's what it's gon' do. Should've listened, I told you not to fuck with me. Yeah, can you take the pressure, that's what we gon' see. Yeah. Pour résumer l'hypertrophie aujourd'hui, voici les 2 tableaux que je peux vous présenter et qui concluent sur l'ensemble des connaissances que la science et le terrain a aujourd'hui à disposition. En termes de technique, la science aujourd'hui semble démontrer qu'une des meilleures façons de développer l'hypertrophie, c'est de mixer des séries plutôt courtes et lourdes avec des séries plus longues et plus légères. Et elle donne un exemple assez concret de faire 3 séries de 8 répétitions sur un développé couché, par exemple, suivi de 3 séries de 15 répétitions, peut-être sur un système plus dynamique, avec un butterfly. Et donc le fait de faire un mouvement polyarticulaire ciblé pectoraux avec un mouvement monoarticulaire toujours ciblé pectoraux, avec plutôt quelque chose qui ressemblerait à de l'hypertrophie myofibrillaire suivi de l'hypertrophie sarcoplasmique, eh bien les 2 ensemble seraient la meilleure manière de développer l'hypertrophie. Les explications qui expliqueraient pourquoi il n'y a pas de consensus encore aujourd'hui sur la musculation, eh bien c'est que nous répondrions de manière assez différente au programme de musculation. Ça signifie que certaines personnes répondent plutôt bien au stress musculaire, donc que ce soit en termes d'intensité ou de volume, alors que d'autres eh bien, répondent un peu moins bien. Et cette réponse à l'entraînement, eh bien, elle n'est pas qu'en musculation. Ici, vous avez une étude scientifique sur le ski de piste. Eh bien, vous vous rendez compte que certains groupes, certaines personnes répondent mieux au volume musculaire ou au volume d'entraînement, alors que d'autres répondent mieux à l'intensité de l'entraînement. Un autre exemple est que dans certaines fédérations de sport, et je ne les citerai pas pour éviter d'avoir des problèmes, eh bien, certaines fédérations font passer ces athlètes sous du dopage avec les médecins, et puis ils regardent les athlètes qui répondent bien au dopage et ceux qui ne répondent pas bien. Ceux qui ne répondent pas bien sont simplement écartés de la fédération, parce que vous imaginez bien qu'une fédération ne va pas dépenser du temps, de l'argent et de l'énergie pour quelqu'un qui ne répond pas bien aux produits dopants, sachant que eh bien, les autres sportifs le font, donc vous n'avez pas le choix que de le faire aussi.
Un autre exemple, eh bien, et vous les connaissez, eh bien, vous avez des corps qui sont cataboliques, à savoir qu'ils vont extrêmement bien utiliser le sucre. Et donc, vous avez des grandes tiges qui bouffent du sucre toute la journée, qui bouffent n'importe quoi toute la journée et qui ne prêtent pas un pet de graisse. Alors que moi, si je regarde juste un gâteau au chocolat, eh bien, je prends déjà 3 kilos. Et donc, vous avez des gens qui stockent beaucoup plus facilement, qui dépensent beaucoup plus facilement, qui utilisent de manière différente. Et ce serait une des raisons, en tout cas, ça me paraît logique, que on est différent, on le sait aujourd'hui, et donc automatiquement, on répond de manière différente dans les études scientifiques, mais même sur le terrain, on répond de manière très différente à l'entraînement musculaire, ce qui nous donne évidemment un non-consensus autour d'un entraînement musculaire type hypertrophie. Varier sans varier. Ça, c'est quelque chose qui est un petit peu paradoxal et qui me paraît essentiel. En tout cas, c'est ce que beaucoup de coachs m'ont appris à l'époque et c'est ce que j'observe chez les meilleurs bodybuilders aujourd'hui dans leurs entraînements et ceux, en tout cas, même s'ils ne sont pas bodybuilders professionnels, ceux qui prennent relativement bien du volume, eh bien, c'est qu'ils ont un espèce de mantra dans leur entraînement qui est de varier sans varier. Sans varier, ça veut dire quoi? Ça veut dire répéter. Répéter le même geste tout le temps. En musculation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez faire gonfler votre biceps, eh bien, au-delà des structures anatomiques et des limitations que vous avez, eh bien, vous devez répéter, répéter, répéter les tensions musculaires qui vont se mettre sur votre biceps. Ça, vous l'avez compris. Maintenant, on peut varier ce type de biceps. Si vous commencez avec votre pupitre au biceps curl parce que vous avez une bonne sensation sur le pupitre, mais que vous restez là pendant des années, eh bien, il y a un moment, il va y avoir un effet de stagnation parce que les angles que vous travaillez, à l'amplitude que vous travaillez, à la vitesse à laquelle vous travaillez, eh bien, sont devenus monotones. Il n'y a plus suffisamment de stress pour pouvoir engendrer une modification. Or, si vous variez les angles un maximum et que vous variez vos prises, une prise en supination, en pronation, en prise marteau, en prise inversée, eh bien, vous pouvez solliciter de manière différente vos muscles et donc engendrer une meilleure hypertrophie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je reviens avec mon biceps curl, eh bien, je vais pouvoir le faire au pupitre, je vais pouvoir le faire à l'haltère, je vais pouvoir le faire en poulie vis-à-vis. Je vais pouvoir le faire en pronation, supination, marteau. Je vais pouvoir varier mes intensités. Et là, on l'a vu sur les types d'hypertrophie. Je vais pouvoir varier si je fais de l'isométrie. Eh bien, je vais pouvoir varier mes angles. Je vais pouvoir travailler à angle très ouvert ou très fermé. Je vais pouvoir varier un maximum de choses tout en restant sur mon mouvement de base qui est de la tension musculaire dans le muscle ciblé. Dernier aspect que je vous propose, et c'est un aspect que je trouve extrêmement important, c'est que là où il y a une force, il y a toujours une faiblesse. À l'inverse, là où il y a une faiblesse, vous avez toujours une force. C'est vrai que si vous êtes petit, et bien que vous allez dans une équipe de basket, vous êtes désavantagé, vous avez une faiblesse. Maintenant, si vous allez dans une équipe de foot et que vous jouez un numéro 10, il me semble que c'est ça, comme Messi, eh bien Messi arrive à faire des changements de direction incroyables parce qu'il est petit. Donc là où vous avez toujours une faiblesse, enfin là où vous avez une faiblesse, vous avez toujours un avantage. À l'inverse, là où vous avez un avantage, une force, vous avez toujours une faiblesse. En hypertrophie, je vous l'ai dit, un minimum de 10 séries par groupe musculaire par semaine suffit à développer votre muscle. Alors vous vous dites que si avec un minimum de 10 séries par groupe musculaire par semaine, j'arrive à développer, ben si j'en fais plus, eh ben ça va être mieux. Et forcément, vous pensez que plus vous en faites, mieux c'est. Plus je vais aller chercher l'échec musculaire, mieux c'est. Plus je vais répéter de tension musculaire, mieux c'est. Et ben ça c'est vrai jusqu'à une certaine limite. Ça veut dire qu'avec minimum 10 séries, vous êtes capable de développer, mais si vous faites trop, ça devient délétère pour le muscle. Autrement dit, l'hypertrophie est proportionnelle au volume d'entraînement jusqu'à ce que le volume devienne trop grand et empêche l'hypertrophie. Prendre de la masse demande de la répétition musculaire, mais trop de répétition vous fera perdre de la masse puisque vous ne respectez plus le principe de repos. Prendre de la masse demande des charges hautes, mais trop lourd engendrera trop de fatigue nerveuse. Proche de l'échec musculaire peut être intéressant, mais trop de fois l'échec musculaire engendrera
trop de fatigue accumulée. Là où il y a une force, il y a une faiblesse. Là où il y a des avantages, il y a des inconvénients. Le monde ne fonctionne pas en cases, mais c'est plus facile pour le comprendre. Rien n'est noir ou blanc. Tout est dans la nuance. Et cette nuance, eh bien malheureusement, beaucoup de personnes ne sont plus capables de la faire.